À la version longue, cette semaine, je reçois Maude Bégin-Godette, qui est organisatrice communautaire pour le Sismo. Donc, vous l'aurez deviné, on va parler d'enjeux du communautaire, du monde du communautaire. Donc, dans le premier temps, elle va expliquer un peu plus son emploi, comment elle active vraiment en commun, en fait, toutes les différentes ressources du territoire. Et il y a deux gros enjeux qu'on va aborder à travers l'émission. C'est la sécurité alimentaire et tout ce qui a trait au logement. Disons que c'est deux sujets qui sont dans l'actualité depuis quelques années, surtout avec l'inflation. Donc, on prend le temps d'aller au fond de ces deux sujets-là. Et ça a été encore une fois une super belle discussion et j'espère que vous allez apprécier. Maude, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait un grand plaisir d'être là. Merci, Mathieu. Parce que là, on s'est croisés, on se voit dans des conférences de presse, des trucs. Puis là, je m'étais dit, bon, moi, je vais l'inviter. Là. Il y a plein de sujets qui l'entourent. Fait que ça permet de vider plein de sujets avec toi. Mais avant de commencer, on va peut-être parler, juste peut-être de présenter un peu ton background. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler en organisation communautaire? Mm-hmm. Juste pas besoin de faire toute ta vie. Oui, non, c'est ça. Mais j'ai un bac puis une maîtrise en travail social. Puis moi, ça a toujours été l'action collective là, qui a été vraiment mon intérêt principal. Donc, évidemment, l'organisation communautaire, ça venait de soi. En fait, là, j'ai vraiment étudié pour faire ça. J'ai travaillé à l'université beaucoup. J'étais assistante de recherche. Après ça, j'ai travaillé avec le regroupement des Auberges du Cœur. J'ai travaillé en logement au regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Et finalement, je me suis retrouvée au CIS de la Montérégie-Ouest comme organisatrice communautaire dans une super équipe que j'aime beaucoup. Et, mais ça devient de où, en fait, cet intérêt-là vers le communautaire, vers l'action sociale? Je pense que ça a toujours été une passion chez moi. Ça a toujours été un intérêt de la justice sociale, l'équité, la démocratie. J'ai toujours été impliquée. J'ai toujours fait du bénévolat étant jeune. J'ai toujours été à la recherche de... J'avais toujours une soif de justice, puis d'équité, puis que tout le monde ait ce qu'il faut, puis pourquoi qu'il y en avait moins, d'autres qu'il y en avait plus. Donc, vraiment, cette passion-là ou cet intérêt-là pour la justice sociale, ça m'a toujours animée. Fait que ça allait de soi que j'allais travailler là-dedans, puis m'assurer que j'y contribue, finalement. Oui, ça fait ta part. Oui, vraiment, oui. C'est ça, parce que, tu sais, des fois, on a l'indignation facile, puis de ce temps-là, bon, il y a beaucoup de choses qui peuvent porter à l'indignation, puis c'est correct, mais des fois... Tu sais, des fois, moi, ça fait partie aussi un peu du truc de comme il y a des choses qui me font, genre, telle affaire, ça marche pas. Mais là, des fois, tu te sens submergé par tout ça. Oui, ou impuissant. Impuissant, mais des fois, c'est ça, en parlant du monde qui est dans le communautaire, c'est l'idée de faire un petit bout, de faire comme moi, je prends ça, puis j'essaie de. Mais c'est ça, je pense qu'il faut trouver le filon dans lequel on pense qu'on a une portée, puis qu'on a une action qu'on peut mener. Je pense que, tu sais, le meilleur remède face au cynisme, je pense, c'est l'action. Donc, de consacrer son quotidien à faire quelque chose qu'on pense qui fait une différence. Puis on le voit que ça fait une différence. Moi, je pense que c'est ça qui me pousse à continuer. Puis des fois, il y a du découragement parce qu'on s'entend-tu que travailler sur le développement social, puis l'équité, puis la justice, c'est un travail de très longue haleine. Oui, là. Il faut se lever tôt le matin. mais je pense que, tu sais... quand on y travaille au quotidien, je pense qu'on sent qu'on fait une différence, puis il y a toujours des petits gains qui arrivent. Fait que c'est quand même motivant. Fait que c'est vraiment un remède au cynisme, moi, je pense, la mise en action. Oui, exact. Puis en fait, moi, c'est quelqu'un qui m'a fait réaliser, qui me disait, mais ton action, tu le fais par ta job, tu sais, en justement mettant une vitrine sur les choses, puis ça m'a comme allumé. Je fais, oui, c'est vrai. Ben oui, t'as raison. Puis oui. j'ai comme le luxe, en plus, puis c'est un peu pour ça que j'ai parti cette émission-là, le podcast, pour inviter. Tu sais, c'est moi qui décide 100% de qui j'invite, c'est moi qui décide des sujets. Fait que je peux décider qu'est-ce qui m'intéresse, de quoi je veux parler. Comme là, aujourd'hui, on va sûrement parler beaucoup de logement social, de logement. Ouais. Mais c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup de ces derniers temps. Mais c'est ça, j'ai le loisir de dire, je vais trouver du monde qui, dans le coin, peut m'en parler. Puis
on vit de la question, tu sais, fait que ça... Ben oui, parce qu'on a tous un rôle à jouer dans la société. Tu sais, on fait pas toutes la même chose. Puis heureusement, je pense qu'on a besoin du travail de tous. Ouais. Puis tu sais, si le travail de chacun est orienté vers un changement, vers une réponse, une transformation sociale, peu importe la façon qu'on le fait, je pense que ça va avoir sa portée. Tu sais, je pense que tout le monde est nécessaire dans une communauté. Puis c'est ça que je fais dans mon quotidien, c'est de mettre ensemble des gens qui ont chacun un petit bout de la réponse. On s'assoit ensemble, puis on discute, puis on essaie de trouver des solutions collectives porteuses de changement dans une communauté. Fait que je pense que c'est vraiment ça l'objectif. Donc, chacun a son rôle, son importance. C'est ça. Puis tu as devancé ma question. En fait, je voulais savoir qu'est-ce que tu fais plus concrètement. Donc, c'est vraiment ça. Est-ce que c'est des fois des thèmes que toi, tu vois venir ou c'est que tu entends parler? Le monde, comment ça... J'imagine que c'est pas de temps pareil non plus. Non, ben c'est ça. En fait, en organisation communautaire, on est comme les yeux puis les oreilles d'une communauté. Donc, on est vraiment au fait de ce qui se passe sur le territoire. C'est qui les partenaires? C'est quoi les forces, les faiblesses? C'est quoi les enjeux d'un territoire? C'est quoi les leviers qu'on a? Donc, c'est vraiment ça. Tu sais, si je fais un parallèle un peu avec une travailleuse sociale que l'usager avec qui elle travaille, c'est un individu ou une famille. En organisation communautaire, c'est une communauté. Okay. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être sensible à ce qui se passe sur une communauté. Puis, c'est pas Maude qui décide qu'est-ce qui va se passer sur un territoire. Moi, je suis là pour aider une communauté à un peu s'organiser, se structurer de façon très humblement, évidemment. Tu sais, je travaille avec des partenaires qui ont des expertises incroyables. On a une richesse d'organismes sur notre territoire. Moi, à chaque fois, ça me souffle à quel point on a des gens investis qui, eux aussi, contribuent au changement. Là, c'est vraiment beau de voir qu'est-ce qui se passe sur notre territoire. Mais l'organisation communautaire, la plus-value, c'est de mettre ensemble ces belles personnes-là puis de regarder ensemble c'est quoi les actions collectives qu'on peut mener. Parce que je pense que pour une transformation sociale, ça se passe à l'échelle collective et non pas individuelle. Donc, il faut des réponses structurantes, qu'on se mette ensemble, qu'on trouve des solutions porteuses de changement. Et l'idée, c'est de faire asseoir ces belles personnes-là pour qu'on décide ensemble qu'est-ce qui serait la bonne réponse pour les personnes en situation de vulnérabilité. Fait que, tu sais, on a vraiment en organisation communautaire un parti pris pour les personnes en situation de vulnérabilité. Ouais. C'est pour eux qu'on travaille. On veut de l'équité pour ces personnes-là. Fait que c'est vraiment le parti pris qu'on a dans notre travail. Puis, tu sais, on fait différentes choses. On fait de la concertation, comme je t'ai identifié, que ce soit en petite enfance, en sécurité alimentaire ou en logement. Mais on aide aussi des organismes communautaires qui peuvent vivre des difficultés au niveau de leur conseil d'administration, au niveau de leurs règles démocratiques, qui vivent une crise interne. On est là pour les soutenir, les outiller, parce que c'est les types de connaissances qu'on a. On est là pour faire de la mobilisation aussi par rapport à des enjeux comme, exemple, le logement. On peut aider à mettre sur pied de nouvelles ressources. Sur le territoire, l'Élan des jeunes, qui est un super bel organisme, a été, entre autres, soutenu par l'organisation communautaire. Même chose avec les complices alimentaires, une autre initiative qui a été soutenue par l'organisation communautaire. Fait que c'est le genre d'affaires qu'on fait dans notre travail. C'est ça. Puis même à l'époque, le début de l'organisation communautaire, c'était vraiment d'aider à me mettre sur pied parce que ça les balbutiements. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires dans le coin, mais même des organismes qui existent encore aujourd'hui. Là. Oui. Là, il y a la rencontre. Mais là, la rencontre Châteauroise a changé de nom. L'étincelle communautaire, oui. Mais pour moi, c'est encore là. Il y a un petit délai là, à dire. Mais des organismes qui datent des années 70 puis qui étaient partis justement avec l'aide de l'organisation communautaire. Exactement. Mais des choses sont encore là. Puis ça a été initié par la création des CLSC à l'époque. Là. C'est là, la clinique populaire de Pointe-Saint-Charles, c'est tout là que le principe même des CLSC puis de l'organisation communautaire. Donc, vraiment être répondre aux besoins d'une communauté, outiller une communauté qui a toutes les ressources, mais s'assurer que le feu prenne, si je peux dire. Puis donc, c'est vraiment là, travailler avec les citoyens qui s'organisent, qui se mobilisent. Fait que vraiment là que ça prend son essor là, dans l'organisation communautaire. Oui, puis tu parlais justement l'idée de concertation, de faire bouger les choses. J'ai l'impression aussi que dans le communautaire, il y a ça. Puis même en dehors de ça, les villes aussi, les MRC commencent aussi à comprendre que travailler en silo, c'est extrêmement contre-productif. T'sais. Puis dans le communautaire, des fois, c'est peut-être même pas par mauvaise foi, dans le sens que souvent, il y a un problème, puis c'est une gang qui font nous, on est là-dedans, on fait telle problématique. Puis des fois, c'est tellement aussi demandant à un organisme, des fois, de juste avoir les fonds de travailler, de faire leur truc qu'ils ne voient pas.
Oui, c'est ça. À l'externe, tu sais. Fait que des fois, ça doit être là que tu rentres plus en... Exactement. Tu sais, moi, ce que je trouve magnifique quand on a des rencontres de table de concertation, c'est là que les gens peuvent se parler en dehors de leurs organisations. Ils sont tellement occupés au quotidien à faire vivre leur mission, à répondre aux besoins des populations. Donc là, ils n'ont pas le temps de s'asseoir puis de jaser entre eux. Pas souvent. C'est là que ça se passe. Ça se passe dans une concertation où tu as des discussions sur des enjeux qui les concernent, mais on le fait de façon un peu plus transversale. Fait que là, on est appelé à se dire, OK, où est-ce qu'on peut... C'est quoi l'étape de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ensemble? Fait que oui, c'est là, puis là, il se crée souvent des liens, des affinités entre les organismes. Ils s'appellent pour X, Y raison parce que maintenant, ils réalisent, OK, mais toi aussi, tu fais ça, mais attends une minute, je pense que je peux t'aider. Fait qu'il y a vraiment un tissu social qui se crée dans ces moments-là de concertation et ça fait comme... 1 plus 1, ça fait plus que 2. Là, ça fait 3, 4, 5. Là, fait que c'est beau de voir ça. C'est là que ça se crée, je pense. Oui, c'est ça. Puis encore plus, c'est que dans le communautaire, je veux dire, il n'y a pas de compétition. Dans le sens que on n'est pas dans la business privée. On essaie de tirer. C'est justement, l'idée, c'est d'avoir ce filet-là social le plus serré possible, en fait, puis de ne pas échapper personne. Exactement. Le moins possible. Exactement. Puis, tu parlais des municipalités tantôt, mais tu sais, entre autres en sécurité alimentaire, tu sais, les municipalités siègent là, puis, tu sais, ils ont vraiment c'est important d'avoir leur input sur des différentes problématiques et leur contribution, parce qu'on s'entend que dans le personnel municipal, il y a aussi des grandes richesses. Fait que de le mettre à contribution, puis d'aller chercher leur apport, puis leur soutien. Fait que, c'est des acteurs importants, les municipalités, sur notre territoire, qui composent tout notre écosystème. Fait que c'est là aussi qu'on a des rencontres où tout le monde peut se jaser, puis qu'on peut développer quelque chose ensemble, tu sais. Oui. Puis, je voulais je change l'ordre de mes sujets. Là, parce que là, vu tu parlais, on est là-dedans dans l'espèce de concertation, de mêler ça. Je vais rentrer tout de suite dans les complices alimentaires parce que ça illustre tout de suite, en fait, ce qu'on parle là. Mais peut-être juste expliquer s'il y a des gens qui ne connaissent pas encore Complices. C'est un super beau projet innovant, donc qui vise de façon très simple à prendre une ressource qui allait être perdue, comme des invendus dans les champs ou des produits qui sont déqualifiés, qui ne peuvent pas se qualifier pour l'épicerie, là, un concombre trop gros, un poivron trop petit. Là, tordu un peu. Ouais, tordu. les mal-aimés là, qu'on ne peut pas mettre à l'épicerie parce qu'ils ne sont pas assez beaux, pourtant ils sont tout aussi bons. Donc, ces produits-là qui allaient être mis au compost ou être jetés, bien ça, c'est des ressources. Donc, c'est de transformer ces déchets-là en ressources et les ramener dans toute la chaîne alimentaire. Ouais. Donc là, sont pris, sont transformés, conditionnés dans des parcours à l'emploi par des personnes qui sont éloignées du marché du travail, qui ont vraiment besoin d'un coup de pouce pour revenir sur le marché du travail. Des fois, juste se lever le matin, pour eux, c'est difficile. Donc, il y a un soutien avec des intervenants qui viennent les aider à se remettre en action au travail. Et eux, leur travail, c'est de conditionner les aliments et de faire aussi autre chose là, au sein des complices, comme conduire le camion. Il y a plein d'autres tâches. Et ces produits-là sont congelés et sont mis à distribution dans différents points de vente, dans des congélateurs libre-service, entre autres, ou des congélateurs dans des organismes communautaires. Puis ce qui est formidable, c'est qu'il y a 3 types de prix. Il y a un prix, le prix récolte, j'oublie toujours le nom, là, 1 carotte, 2 carottes, 3 carottes. Là, donc là, dépendamment du revenu qu'on a, on choisit le prix qu'on est capable de mettre pour payer le produit. Fait qu'il y a 3 types de prix, on choisit le prix qu'on veut donner. Ouais. Si on a plus en moyen, on peut payer le prix solidaire, qui est le prix le plus élevé. Puis en bout de ligne, on a des produits frais, vraiment de bonne qualité, locaux, qui viennent tous de notre territoire. Ouais. Puis on contribue à ce que des gens retournent en emploi. Fait que c'est vraiment un projet qui fait le tour de la boucle et qui est vraiment porteur, dont je suis vraiment fière. C'est ça. Puis, mais comment qu'on arrive à faire ça? Parce que même moi, je sais un peu, parce qu'on en a parlé, mais c'est un long travail. Là, parce que là, on parle, l'idée de sécurité alimentaire, le gaspillage alimentaire, mais il y a la réinsertion au travail. Là, on ratisse plein de large. Puis après ça, il y a toute l'idée de faut apprendre à faire la distribution. C'est comme des... Fait que je sais pas, combien de temps ça a pris à peu près? Ça a commencé en 2019, ce beau projet-là, avec des fonds qui sont arrivés au niveau du plan de lutte à la pauvreté. Et là, il y a comme plusieurs initiatives qui ont été... des gens ont soumis... Comme ça que ça marche. Ouais. Hein? Tu as des sous, tu soumets un projet de financement, puis là, tu as l'argent ou pas. T'sais. Fait que là, il y avait beaucoup de projets qui se ressemblaient.
qui visait ça, justement, de prendre des invendus, de les transitionner puis de les vendre. Et là, il y a la santé publique qui a dit, ça vous tente-tu de travailler tout le monde ensemble? T'sais? Fait que là, on a fait une grande rencontre où on a rassemblé, il y avait 50 personnes, 50 partenaires dès le début sur l'ensemble de la Montérégie-Ouest qui ont dit, OK, go, on part. On est partenaire là-dedans, puis on y va. Fait que d'avoir un projet plus porteur, un projet concerté à la hauteur de la Montérégie-Ouest, c'est pas rien quand même. Fait que ça a quand même été un travail de longue haleine. On a mené ça pendant la pandémie. On était en virtuel. On n'a pas lâché le morceau. Donc, ça a été vraiment un travail de fond sur toute la structure organisationnelle parce que c'est pas évident. Là, comment c'est quoi ta structure? T'es-tu un CA? As-tu des comités de travail? Comment t'es sensible à ce qui se passe dans chacun des territoires? C'est quoi les forces en présence? Fait qu'il a vraiment fallu réfléchir à toute la structure organisationnelle du projet. C'est large, parce que là, on parle de quoi? 4-5 MRC? 5 MRC. 5 MRC, puis là, les municipalités, là, on les compte pas. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup, fait que comment... Oui, c'est ça, c'est beaucoup de monde qui veulent... avoir une antenne au moins, tu sais, comment tu peux avoir son grain de sel là-dedans, tu sais. Fait que là, il y a des comités qui se sont mis en place, des cercles d'opération et d'apprentissage sur différents sujets, entre autres la mise en marché, tu sais. Fait que là, c'est le comité avec les experts du territoire là, qui se disent, OK, moi, j'ai une expertise là-dedans, je vais siéger à ce comité-là, puis on va réfléchir ensemble à c'est quoi, par exemple, comment on déploie un point de vente. T'sais, c'est quoi les conditions gagnantes? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on peut pas avoir? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on donne le OK que là, oui, il y a un point de vente sur mettons, à la bibliothèque de Châteauguay, par exemple. T'sais, qu'est-ce qui fait qu'on détermine ça? Bien, il y a des critères qui ont été mis en place. Fait que, donc, à chaque fois qu'il y avait quelque chose comme ça qu'on développait, mais là, il fallait déterminer... qu'est-ce qu'on souhaitait, puis aller chercher l'expertise du territoire pour être capable d'avoir les meilleures conditions gagnantes, je dirais. Là. Exact. Oui, c'est ça, parce que là, c'est ça, c'est plein de choses en même temps. Puis juste seulement les points de vente, ce que je trouve intéressant, c'est que vous êtes un peu partout, puis des trucs, des endroits où on pense pas voir de la bouffe nécessairement. Des fois, oui, là, mais... puis... Entre autres, il y a le bureau de poste à Hemingford. Oui, c'est ça. Mais je n'osais pas le dire parce que je me rappelais pas si c'était fait ou pas, parce que je me rappelle Nathalie... on en parlait, mais là, il est ouvert, puis il va bien. Okay, donc, c'est un endroit... C'est ça, on n'a pas... on pense pas à ça, aller chercher des légumes au bureau de poste. Mais pourtant, au cœur du village de Hemingford, c'est là que tout le monde va. Tout le monde va chercher son courrier. C'est vraiment au centre du village, tout le monde y va. Fait c'est un lieu qui est quand même assez fréquenté, puis qui fonctionne bien. Puis l'affaire, c'est qu'il est ouvert aussi 24 heures sur 24. Fait que ça, c'est très chouette. Fait que les gens peuvent aller, peu importe l'heure à laquelle ils vont chercher leur courrier, peuvent aussi acheter des légumes. Mais c'est bon. Oui. Fait que c'est ça, puis ça a été quand même du travail parce que c'est des ententes avec Post Canada puis le fédéral. Ça a été toute qu'une aventure, mais on a réussi à avoir ces ententes-là. Là. Puis j'imagine, au début, il devait faire comme c'est quoi ça? Oui, quand même. Écoute, tu veux mettre des carottes dans. Des carottes, oui, c'est ça, dans la boîte aux lettres. C'est ça, c'est ce qui se passe. Mais fait que j'imagine, mais c'est ça. Mais au moins, ça fonctionne. Puis en même temps, ça redonne un truc encore plus social au bureau de poste qui est... parce que là, on s'entend qu'on est moins sur la poste, là, c'est écrire des lettres puis écrire des... Mais longtemps, ça a été un grand moyen de rassemblement à travers les gens qui s'éparpillaient dans le territoire. Mais là, ça ramène aussi un truc communautaire à cet endroit-là. C'est intéressant. C'est le lieu de rassemblement, mais là, on donne une autre vocation, soudainement. Et là, c'est ça. Mais en même temps, ça, tu parlais, vous avez fait ça pendant la pandémie. Là, je me disais, c'était quasiment le meilleur moment d'être en idéation et pendant que tout est Pendant que tout est arrêté, oui, c'est ça. C'était quand même un tour de force parce que, il y a des organisations qui étaient quand même très occupées. C'est ça. Il y avait ça. Mais c'est vrai qu'on avait... on a tout fait ça en virtuel, ce qui quand même, c'est là qu'on a basculé au virtuel. Sinon, ça aurait été vraiment plus difficile de faire ça en présence parce que rassembler tout du beau monde-là, personnes, c'est ça, c'est plus lourd parce qu'au début, on était en vrai. Là, on a switché vers le virtuel, mais ça a été vraiment aidant et facilitant. Oui, j'avoue, parce que là, le monde, on fait une réunion à telle place, mais le monde, OK, mais là, telle personne de telle MRC disait, mais je peux pas parce que j'ai comme 1 heure de route. Exactement, c'est grand, la Montérégie-Ouest, là, d'un bout à l'autre, là, ça fait beaucoup de kilométrage, fait que, puis je pense que c'est en respect aussi des valeurs du projet, là, de réduire les gaz à effet de serre. Fait que, oui, ça a été, on s'est donné le temps de le faire. Des fois, on se posait la question, on va-tu aboutir? Ça peut être un piège d'avoir du temps. Des fois,
Si on se rappelle à l'université, là, des fois, d'avoir un long délai. Là. En tout cas, moi, c'est le même. Ah non, j'ai le temps. Oui, puis aussi, des fois, tu sais, il y en a qui sont plus axés vers l'action rapide ou, tu sais, je fais quelque chose, ça apporte une action, mais là, tu es en train de réfléchir à quelque chose, puis là, tu te poses des questions, tu n'as pas tant de réponses. Ça, des fois, il y a des joueurs que c'était plus difficile pour eux. Là. Ils trouvaient ça un peu lourd, mais on a quand même réussi à passer au travers. Puis je pense qu'on en est sorti plus solide pour la suite. Je pense qu'il fallait passer par là quand même. Se donner le temps de réfléchir, ça a sa portée quand même. Là. C'est en action fait depuis quelques temps. C'est ça, là, depuis je me rappelle pas la date du premier point de vente, là, mais tu sais, depuis 2021 peut-être. Là, je parle la notion du temps, là, mais oui. Fait que là, puis là, on continue encore. Là, on a reçu, le projet a reçu le financement du Fonds pour la santé des Canadiens, donc c'est fédéral. Un bon financement, fait que ça permet on va déployer 10 nouveaux points de vente là, dans les prochaines années. Fait qu'on va vraiment être partout en Montérégie-Ouest parce qu'il y a des secteurs qui n'étaient pas encore desservis. Fait que là, l'idée, c'est d'avoir des points de vente partout. C'est parfait, ça. Puis, tu sais, il y a aussi, parce que pour avoir, comme je te disais, Ordon, ça fait 14 ans que je suis ici. Fait je me suis promené, j'ai filmé, je connais le coin, tu sais, je viens d'ici. Mais il y avait tout le temps ce discours-là aussi que tu sais, avec Saint-Rémy, mais puis même vers Anthony, tout ça, là, il y a tellement de terre. On est comme le garde-manger du Québec, mais il n'y avait pas tant d'accès à ces produits-là non plus, tu sais. Oui, c'est ça. Ça en devient un, là. C'est paradoxal qu'il y a des coins plus ruraux qui sont des déserts alimentaires, mais qui pourtant sont le garde-manger de la Montérégie. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment très paradoxal. Fait que oui, ça voulait ça aussi répondre à ce besoin-là, puis à cette absurdité. Je pense que les gens conscients se disaient, ben là, ça nous prend une souveraineté alimentaire. Puis ça, c'était encore, tu sais, c'est super d'actualité, là, comment être autonome puis être souverain, là. Fait que, tu sais, ça venait aussi répondre à ça. Fait que c'est ça qui a aussi beaucoup parlé à beaucoup de partenaires puis à beaucoup de municipalités puis au MRC aussi, là. Cette importance-là d'être... de garder ce qu'on récolte chez soi puis d'être capable de nourrir nos communautés avec ce qui pousse chez nous. Fait que... puis en plus, pendant la pandémie, on l'a vraiment vu. L'importance, il y a eu beaucoup de ruptures de chaîne, puis pas juste en alimentaire, mais dans tout. Puis là, je pense que ça a peut-être allumé une bonne lumière aux gens de faire « Ah, OK. Ouais. On ne peut pas tout le temps tout dépendre. Il faut avoir au moins une base ici qui est fonctionnelle. Là, vraiment. Je pense que ça a eu un impact aussi sur certaines concertations en sécurité alimentaire qui ont vu, entre autres, certaines municipalités qui ont dit « OK, je pense qu'il faut être là. Il faut faire partie de la conversation parce qu'il y a quelque chose là qui se passe. » Fait que, oui, ça a quand même eu ce côté-là de réveiller, je pense, les consciences. Ouais. Puis là, avec l'inflation des dernières années, on en parle encore plus là, de la sécurité alimentaire, là, de ce problème-là à acquérir de la nourriture. Et on voit la pression que ça fait, même sur des personnes qui ont des salaires... dans la moyenne, là, tu sais, puis là, tu vois les factures d'épicerie monter, puis tu dis, voyons, il me semble que j'ai juste acheté ça. Oui. Fait que, il y a comme, tu sais, vous êtes, on dirait, là, dans un bon timing. Là, comment vous le percevez, ça? Est-ce que vous sentez qu'il y a plus de demandes? Bien, les ventes vont bien, tu sais, fait que je pense que oui, là, il y a quand même quelque chose. Puis, il y a aussi la cantine scolaire de l'école Arthur Pigeon à Huntington qui est aussi gérée par les complices. Puis, tu sais, on le voit, là, les élèves ont faim. Fait que oui, ça répond vraiment à un besoin. Il y a quelque chose là au niveau de la sécurité alimentaire. Puis j'entends les organismes en sécurité alimentaire qui disent, les hausses de demande, c'est de 60, même plus 70 % d'augmentation, ce qui est quand même assez incroyable. Ils ne fournissent pas à la tâche. Puis c'est des gens c'est des travailleurs à temps plein, 2 parents qui travaillent, qui ont peine à nourrir leur famille. Fait que oui, c'est vraiment une réponse à ces besoins-là. Là, il va rester à ce que notre projet puis à ce que les complices soient encore plus connus puis plus utilisés. Ça va bien, mais je pense qu'on peut encore... il y a encore de la place. Il y a encore de la place, justement, pour que les gens puissent voir que ça peut répondre à leurs besoins. Puis c'est pratique aussi. Les gens travaillent, ils n'ont pas le temps de cuisiner, mais ça, tout est déjà coupé, prêt à utiliser. Il y a vraiment quelque chose là aussi au niveau des apprentissages là, à acquérir. Exactement. Puis il y a des places... Il y a des places en milieu plus ruraux que des fois, ils ont accès à juste une épicerie qui est d'une chaîne plus premium. Puis, pour ne pas les nommer, mettons un IGA
qu'on sait que c'est plus cher, que d'autres marques. Mais si c'est ta seule épicerie qui est vraiment dans un rayon, on va dire, acceptable de déplacement, ben ça fait mal aussi. Là, vraiment. C'est dur sa facture d'épicerie. Ou des fois, c'est un dépanneur. La seule ressource, c'est un dépanneur. Puis là, dans le dépanneur, ben, premièrement, ça coûte plus cher. Puis il n'y a, pas de frais non plus. Ou très peu. Tu sais. Puis mais c'est du frais. Il y a ça aussi. Fait que la qualité nutritionnelle est peut-être moins là également. Mais là, on est vraiment content parce qu'à Saint-Mathieu, au dépanneur, ils ont accepté d'avoir des produits complices. Fait que c'est une nouveauté. Ah, mais ça, c'est cool. Fait que là, c'est vraiment une association avec un marchand. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis ça semblerait que ça fonctionne quand même bien. Puis, j'avoue. Parce que j'avoue, s'il n'y a pas trop de déplacement, puis tu sais que j'ai besoin c'est à côté, tu sais. Un sac de légumes, de quelque chose, je vais juste aller là, tu sais, je vais pas aller faire jusqu'à l'épicerie à l'autre bout du monde. Mais j'avoue, c'est intéressant. Puis en plus, eux, s'il y avait justement pas de frais, non, c'est ça. Ça va permettre de ne pas gérer. C'est une autre façon de le travailler. Autant le bureau de poste, c'est quelque chose qu'on n'y aurait pas pensé, mais de cette association-là avec un dépanneur, ça, c'est vraiment chouette. En fait, c'est le dépanneur qui est dans le parc de maisons mobiles. Donc, c'est vraiment une clientèle aussi qui est un peu plus défavorisée. Fait que ça, c'est vraiment chouette. Ils peuvent avoir des produits frais. Puis c'est vraiment au cœur du parc de maisons mobiles. Fait que c'est chouette. Oui, exactement. Ça donne un accès. Y avait-tu autre chose que tu voulais dire là-dessus là, avant qu'on change de sujet? Parce je pense qu'on a fait quand même un bon portrait des complices. De toute façon, j'inviterai le monde. J'avais reçu Nathalie Collin là, qui s'occupe des complices. Là, on avait fait un épisode complet là-dessus. On a fait plein d'émissions sur les complices. Fait que vous irez voir ça sur la chaîne YouTube. Mais je voulais rentrer dans le logement parce qu'on dirait que c'est le sujet de l'heure depuis plusieurs heures, en fait. Disons que la dernière année, même l'autre avant, on parle beaucoup de logement. Comment toi tu perçois ça avec tes antennes, là, la pression que ça met justement cette inflation monstre dans les maisons, dans le prix des loyers des maisons, en fait? Bien, je trouve qu'on est dans une crise sans précédent. Là. Les années 2000 avaient été une crise importante au niveau du logement, mais là, c'est vraiment inquiétant là, ce qui se passe. Là. Moi, c'est du jamais vu. Puis les groupes par logement, c'est aussi du jamais vu. Des taux d'inoccupation en bas de 1 là, je veux dire, ça veut dire, le taux d'équilibre est à 3, là, on est en bas de 1. Il n'y en a pas de logement, puis ils sont tellement chers, là, ça n'a aucun sens. Là, c'est 1000, 2000 pour des petits logements. C'est assez catastrophique. On le voit, là, ça génère une crise de l'itinérance. On le voit, les gens sans abri, des tentes un peu partout, des situations vraiment difficiles. Entre autres, il y a le comité mesures d'urgence sur le territoire qui vient soutenir les personnes autour du 1er juillet, mais c'est plus juste autour du 1er juillet. C'est rendu à l'année là, où ils vont se retrouver à la rue. Fait que c'est difficile après ça de les aider à se retrouver quelque chose pour se loger parce qu'il n'y en a pas de logement. Non, fait que il faut vraiment qu'il y ait des investissements dans le logement social parce que comment on va y arriver? Comment on va réussir à loger les personnes en situation de vulnérabilité? Puis même, pas juste les personnes en situation de vulnérabilité, la population en général. La classe moyenne, ça rattrape là, tout le monde. Là, c'est là que... Puis juste pour m'utiliser comme exemple, mais j'étais en appartement à Verdun, à peu près 950 le loyer, ce qui est aujourd'hui quand même très bien. Là. C'était pas clair. Lui, il disait que c'était un 5,5, mais c'était un grand 4,5, mettons. Là. C'est la 5e pièce. En tout cas, mettons, des fois, ils font de l'envelure verbale, des fois. Là. Il y avait une porte, mais mettons un lit, c'est pas une chambre. OK. Mais quand même, c'est 950. Tu dis, bon, au moment que j'étais allé là, je me disais, c'est un peu cher, hein, mais là, après ça, j'ai fait, OK, non, ça va. Puis là, après ça, c'était le stress de faire, OK, mais mettons, je veux partir d'ici pour X raison, juste pas juste pour changer, mais si je quitte le coin, si je veux aller habiter ailleurs, ben là, je passe de 950 à du 2000 pour la même grosseur d'appartement. Faut que je le trouve. Là, ça commence à stresser, même en ayant déjà un loyer, t'es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, bon, on a une opportunité d'acheter. Puis même là, tu sais, acheter, quand on a fait ce processus-là, c'était complètement fou, là, tu sais, on regardait justement au début à Montréal, on voulait rester Verdun, tout ça, mais c'était comme...
il n'y a aucun premier acheteur qui peut acheter à moins d'avoir vraiment un méchant coup de main, une méchante passe d'argent. Et puis c'est là que tu fais, oh, OK, ça devient stressant, là. De faire comme on est 2 personnes avec ensemble, c'est un bon salaire, on est un petit peu en haut de la moyenne, puis on peut pas acheter. Oui, c'est ça, on peut pas louer. Puis c'est ça, puis là, on a réussi. Bon, je rentrerai pas dans les détails, là, mais tu sais, mais c'est ça, mais ça devient angoissant. Là. Oui, bien, pour ces raisons-là, il y a beaucoup de gens qui restent dans leur logement, dans des conditions de logement comme insalubres, mais ils n'ont pas le choix, puis ils ne trouvent pas autre chose, ou des logements surpeuplés. Ouais. Donc, ils sont beaucoup trop nombreux dans un logement. Ça aussi, c'est pas dans les meilleures conditions. On parle beaucoup de violence conjugale aussi, des femmes qui subissent de la violence conjugale, qui décident de ne pas quitter leur conjoint parce qu'elles ne seront pas capables de se reloger. Ça, c'est vraiment problématique. Ça fait en sorte que les gens se retrouvent dans des situations de précarité, de vulnérabilité. Ils sont coincés là. Fait que, quand le logement devrait, à mon avis, être un droit, là, c'est comme un privilège. Oui, c'est un excellent privilège. Puis oui, tu parles, c'est ça, c'est que ça découle, ça touche à plein de problématiques. C'est très transversal. Très transversal, mais même, tu parles, évidemment, violence conjugale, on comprend l'idée, mais même juste se séparer puis de faire, là, quand on se sépare, fait que là, il faut que je me trouve un... Mais là, ça chamboule, c'est pas juste... On dirait que ça va peut-être venir aussi dans la réflexion de. C'est pas juste. C'est sûr. Puis que c'est mettons une fin saine, là, mais tu sais, tu fais OK, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. On n'a même pas les moyens de se séparer. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, effectivement. Mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, comme, je sais pas comment vous voyez ça au niveau communautaire, parce que c'est ça, on dirait que ça, c'est un genre de sujet qui c'est tellement... Tu sais, quand je parlais au début, tu sais, les trucs, il y a tellement de trucs à s'indigner. Ça, c'en est un gros, puis comme... Mais qu'est-ce qui peut se passer, là, tu sais, concrètement, là, à part essayer d'aider puis de patcher? Oui, c'est ça. Ben là, il faut aussi... Je pense que les groupes, les groupes sont très en action pour faire de la pression sur les différents paliers de gouvernement pour avoir des logements sociaux. Parce que c'est ça que ça prend. Ça prend de la construction de logements sociaux, puis pas le logement abordable à 95% du loyer médian là, que personne ne peut se payer. Là. Du vrai logement social qui fait en sorte que tu payes 25% de ton revenu, 30% de ton revenu pour te loger. Ça, c'est du logement. Ça, c'est une réponse à long terme, une réponse structurante à un problème chronique vraiment important dans la communauté. Fait qu'il en faut des logements sociaux, il faut de la construction. Sauf que ça, c'est un grand défi. C'est pas évident. La construction de logements, c'est long. Les programmes ont également changé en ce moment. Donc là, c'est pas toujours facile de trouver. C'est souvent les gens qui ont beaucoup les reins solides, les organisations qui ont les reins solides, qui ont beaucoup de financement, qui sont capables de lever des immeubles de terre avec les nouveaux critères, avec le nouveau programme. Ça aussi, c'est un enjeu qui est assez difficile. Faut pas lâcher, je pense, la lutte, là, puis la mobilisation, puis... les actions qui sont portées vers, entre autres, il y a beaucoup de travail qui est fait auprès des municipalités pour les sensibiliser à l'enjeu du logement puis à l'importance, le rôle qu'ils ont à jouer, parce qu'ils ont des grands pouvoirs en habitation, les municipalités, puis les partenaires du territoire ils possèdent une grande expertise et peuvent vraiment aller soutenir les municipalités qui ont besoin d'être soutenues pour développer du logement. Fait qu'on est beaucoup dans cette approche-là de voir comment on peut travailler ensemble pour en développer du logement. Parce que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut enlever de terre. Fait que, c'est ça. Il y a plein d'initiatives qui se créent, là, des sociétés acheteuses, tout ça, qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, mais c'est pas évident. Mais c'est vrai que comme citoyen, on peut se sentir assez... impuissant face à cette situation-là? Oui, parce que là, tu sais, on entend, c'est parce qu'il manque d'habitat, de logements, de maisons, de blocs. Tu fais OK, mais tu sais, c'est pas OK, mais c'est pas moi, tu sais, comme qu'est-ce qu'on. Tu sais, ça, tu es tout le temps un peu à la remorque de qu'est-ce qui peut se passer. Puis c'est sûr, ce qui est extrêmement fâchant aussi, c'est l'idée que, tu sais, c'est ça. Mais là, on rentre dans un débat plus éthique, mais que le logement soit l'habitation soit comme un truc de vraiment pour faire de l'argent, tu sais. Ça, c'est le gros problème. Tu sais, de dire, là, j'ai fait tant d'argent, juste avec la prise de valeur même, tu sais, ça devient complètement fou. Parce que c'est de la spéculation. Immobilière. C'est comme si tu te laissé au libre cours de marché d'un capitaliste, mais tu te dis, mais c'est pas un bien
capitaliste. Non, exactement. C'est pas, je décide de m'acheter une paire de jeans griffés ou un truc. C'est pas un luxe, là. C'est vraiment pas un luxe. Il faut que j'habite en quelque part. Mais là, il y a du monde qui se font de l'argent avec ça, énormément. Puis ça devient extrêmement fâchant. Là. C'est pour ça qu'il faut développer du logement hors marché. Tu sais, le langage maintenant qui est très à la mode, c'est hors marché, donc en dehors du marché spéculatif, donc qui appartient à la communauté. Donc ça fait en sorte que ça le met à l'abri justement de cette spéculation-là qui fait en sorte que les prix des loyers augmentent. Fait que c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser, c'est sur tout le bout hors marché qu'il faut développer, que ce soit de la construction ou reprendre des immeubles qui existent déjà. Comme Solide, l'organisme Solide fait. Là. Exactement, qui font... quel privilège d'avoir cet organisme-là sur le territoire. Mais oui, qui prend des logements qui sont dans le marché spéculatif puis de marché privé, de le socialiser. Fait que ça, c'est vraiment une réponse. Là. Fait que, mais c'est sûr que c'est long. Ça prend beaucoup de sous, puis beaucoup d'engagement, puis il faut y travailler longtemps. Mais je pense qu'il faut quand même je pense que démontrer notre solidarité, je pense, envers l'enjeu du logement puis être engagé. C'est pour ça que je porte le carré bleu. C'est une campagne que les partenaires du territoire on a décidé de mettre en place là, en concertation avec le chantier en logement social, justement pour ramener sur la place publique cet enjeu-là, bien que les gens sont très sensibilisés, mais on veut quand même ramener ça dans l'espace public puis de nommer que ça démontre le fait qu'on est solidaire au logement, qu'on est pour le droit au logement, puis qu'on veut qu'il y en ait qui se développent sur le territoire. Fait que, puis ça fait référence à une lutte qu'il y a eu au manoir La Fontaine à Montréal où des locataires allaient se faire évincer. Ils subissaient une reprise de logement là, pour des travaux, là, puis c'était injustifié, là, c'était illégal comme reprise. Alors là, les locataires écrivaient des messages de mécontentement sur des grandes bâches qui accrochaient sur leur galerie pour dire qu'elle a été évincée. Puis apporter la sympathie du public puis dénoncer la situation. Puis il y a un beau documentaire là-dessus qui s'appelle Ma cité évincée. Là. Il y a eu une projection l'année passée en février où on a regardé ça avec des citoyens. C'était vraiment intéressant. Puis le carré bleu aussi représente la bâche qu'on se met sur le dos quand on est un itinérant. Fait que c'est tout le symbole que ça amène. Fait que de se montrer quand même solidaire à une cause, ça aussi, c'est de se mettre en action quand même puis de sentir qu'on a notre petit bout à faire. Puis après ça, on peut regarder est-ce qu'on peut s'engager dans notre comité logement? Est-ce qu'on peut devenir membre? Est-ce qu'il y a des mobilisations auxquelles je peux participer pour sentir que j'apporte ma voix à la solution? Demander à nos gouvernements de se mettre en action puis de mettre de la pression parce que les changements sociaux sont générés par de la pression citoyenne. C'est comme ça que les changements viennent. Hein. C'est pas acquis, hein, c'est gagné. Il faut se battre quand même pour avoir des changements dans notre communauté. Oui, puis c'est sûr que... Puis moi, parce que là, je réfléchissais aussi à la prise de valeur des maisons que... Des fois, c'est peut-être juste mon cerveau qui est connecté différemment, mais je trouve ça bizarre que quelque chose qui vieillit prend de la valeur. Tu sais, je comprends que les antiquités, il y a quelque chose là, mais c'est vrai que, mettons que ça vieillit, on fait même pas de réno, puis ça prend de la valeur quand même. Tu sais, fait que là, tu dis, OK, puis je comprends dans l'absolu là, que, on met de l'argent là-dedans, mais c'est ridicule aussi que ça explose juste parce qu'il n'y en a plus, il n'y en a pas assez, fait que là, le monde capote. Mais dans ma tête, ça devrait vraiment juste être fixé un peu comme le loyer, tu sais, que à chaque année, tu as une augmentation selon les travaux mis dedans, selon c'est ça, même pour les maisons, tu sais, juste faire comme ta maison, elle ne prendra pas 10% des fois qu'on peut voir sur une année. Ça va prendre une valeur. Puis c'est ça, c'est l'idée aussi, c'est que le monde font là-dedans pour l'investissement, mais ils le font au court, moyen terme, mais quand l'habitation devrait être sur du long et très long terme. Tu achètes quelque chose, puis c'est dans 30 ans, elle est plus chère, mais c'est ça. C'est ça, c'est l'enjeu. C'est tous les flips immobiliers, puis toutes les justement la recherche de profit rapide. Ça a vraiment un impact parce que la valeur des propriétés augmente, ça fait augmenter les taxes foncières, les taxes municipales. Bon, évidemment que c'est la façon que les municipalités se financent. Ils ne vont pas se battre contre ça, mais quand même, ça a quand même un impact parce qu'en bout de ligne, les personnes qui sont les plus défavorisées, c'est les locataires. Parce que la hausse de taxes, celle-là, tu peux la refiler à ton locataire quand tu es propriétaire d'un immeuble à logement. Parce que ça fait partie des critères de fixation de loyer. La hausse de taxes, c'est pratiquement refilé à 100% aux locataires. Fait qu'en bout de ligne, t'es locataire d'un logement.
t'es pas propriétaire, tu peux pas te permettre d'être propriétaire. La valeur de la propriété de ton propriétaire augmente et toi, ton loyer augmente parce que lui, il a plus de valeur de son immeuble. Ouais, c'est ça. Fait que c'est aussi paradoxal. Puis ça crée aussi une gentrification des quartiers. Ça fait en sorte qu'il y a toute la valeur augmente un peu partout, les loyers augmentent partout. Là, ça fait des quartiers où il n'y a plus de mixité sociale. C'est juste une classe de citoyens qui peut habiter là. Ouais. Puis il y a des gens qui doivent quitter. Ils s'en vont où, ces gens-là? Amener, c'est où qu'on va? Il n'y en a plus de place là, où les loyers sont accessibles. Fait qu'il faut vraiment sortir de la logique de la spéculation puis du marché privé, puis d'avoir une logique hors marché. Je vois pas d'autre solution. Non, c'est ça, exactement. Puis contrôler le marché privé en même temps, en parallèle. Je pense qu'il faut faire les deux. Ouais. Faire les deux. Puis, puis même en parallèle, là, parce que ça m'allume aussi, aussi les loyers commerciaux. Oui. Parce que tu parlais, mettons, un quartier gentrifie. Moi, j'ai habité Verdun longtemps. J'ai vu quand même cette espèce de montée-là. Les jeunes familles arrivent, quartier cool. La rue Wellington est nommée une des plus belles villes au monde par je ne sais plus quel magazine. Mais c'est vrai qu'elle était le fun parce qu'au même moment, tu avais plein d'artères commerciales à Montréal qui étaient inoccupées à des taux assez affolants. Puis elle, c'était la rue commerciale la plus occupée, en fait, de loyers. Mais quand tu retournes récemment, il y a beaucoup de choses qui ont fermé. Les loyers sont rendus trop chers. Oui, c'est ça, des loyers qui ont monté. Il y a des cafés qui étaient plus indépendants, qui n'étaient pas des chaînes. Ils commencent à tomber un après l'autre. Puis il y a un bar qui était dans les premiers bars là, quand il y a eu le droit de boire à Verdun. Mais il vient de fermer. Là, tout ferme, mais c'est tout ce qui rendait le quartier le fun. C'est ça qui est comme que le monde ne comprend pas. Là. Parce qu'ils montent les loyers, mais là, qu'est-ce qui va rentrer là? Ça va être des franchises, des trucs américains. Puis ça va tout perdre son âme, tu sais. Tout à fait. C'est ça l'affaire. On se pitch vers le haut, je vais faire de l'argent, on va faire de l'argent, mais un moment donné, on perd. C'est ça. À quel prix on perd une identité, tu sais. Puis ça, c'est un peu affolant. Mais tu parlais, parce que je lisais un peu. Parce que j'avais déjà entendu parler, puis là, j'ai refait des recherches un matin pour pas dire des niaiseries. Parce que j'avais entendu parler d'une place en Europe où le gouvernement possédait énormément d'habitations. Puis là, c'est ça, j'ai retrouvé que c'était à Vienne, la ville de Vienne, en fait. Puis je suis allé lire un peu, puis c'est vraiment un exemple vraiment chouette. Là. Je sais pas, en tout cas, j'ai peut-être pas tous les détails, là, mais ils possèdent, il y a quasiment, je pense, 50% de la population qui habite dans des logements qui appartiennent à la municipalité ou qui ont été faits en coop là, avec justement des organismes ou des trucs, là, tu sais. C'est quand même assez fou, là. Oui, l'année passée, il y a eu une délégation là, d'organismes là, de tout horizon, mais entre autres, le GRT du territoire là, qui maintenant s'appelle Outil, sont allés dans la délégation. Élie, pour ne pas le nommer, là, qui est directeur maintenant, ils sont allés à Vienne pour aller étudier ce modèle-là parce que c'était tellement inspirant. Fait que, après ça, il y a eu quelques écrits là-dessus, mais effectivement, c'est un modèle vraiment intéressant. Je pense qu'il faut s'inspirer de ces modèles-là qui sont qui nivellent par le haut. C'est là-dessus qu'il faut mettre le cap. Puis il y a certaines municipalités qui commencent à avoir les oreilles vers ça, puis tant mieux, parce que il faut commencer à penser de façon plus structurante. Oui, exact. Puis, mais juste pour compléter, Vienne aussi, c'est sûr qu'ils ont commencé là, très longtemps. Là. Oui, c'est ça. On est en retard. Là, un peu. Ils ont commencé à l'entre-guerres, en fait, parce que Vienne était en partie détruite. Fait que c'est de là, dans les années 20, qu'ils ont commencé à faire, parce que plus personne n'avait rien. Fait que c'est la ville qui a fait, on va créer, nous, du logement, parce que sinon, il n'y a personne qui va revenir habiter ici. Oui. Fait que c'est sûr que depuis les années 20, ils ont comme un parc qui se construit. Là. Fait qu'ils ont ils ont 100 ans d'avance. Là. Oui, c'est ça. Mais il faut quand même commencer en quelque part. Là. Eux, je pense qu'ils mettent 500 millions d'euros par année sur le parc immobilier qui est autant de l'acquisition puis maintenir les rénovations, maintenir ce qui est là. C'est quelque chose, hein, quand même. C'est énorme, là. Puis c'est une ville, là. C'est pas l'Autriche au complet. Non, c'est ça. Fait qu'ils mettent quand même de l'argent là-dedans, mais je sais qu'il y a des trucs, tu sais, à Beauharnois, je sais qu'il y a un projet là, qui va venir, en tout cas, qui est en travaux pour un logement social. Parce que moi, je connais un peu le maire de Beauharnois, puis j'y avais parlé, puis lui, mais avant, ça vient un peu de la ville, tu sais, c'est lui qui était comme, ça nous en prend à Beauharnois, puis c'est lui qui a activé un peu la patente, tu sais.
je pense qu'il y a un renouveau aussi dans les maires et les mairesses. Là. Effectivement. Il y a un petit élan de jeunesse là, dans les dernières années. Là, puis on sent que il y a quelque chose qui se passe. Là. On entend plus parler de ça. Mm-hmm. Mais c'est sûr que c'est dur à gérer tout ça. Là, parce que qu'est-ce que tu fais, mettons, à Châteauguay, dans une place où il n'y a plus vraiment de terrain? C'est déjà étendu. C'est pour ça qu'il faut requalifier des immeubles. C'est ça qu'il faut faire. Il faut prendre des immeubles, les sortir du marché privé puis les transformer. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des municipalités où il n'y en a plus de place. Là. Ils ne peuvent plus développer. Il n'y a plus de terrain disponible. Fait que ça devient une problématique. Il y en a qui veulent bien, mais après ça, comme j'en ai plus de terrain, je ne peux même pas en mettre de côté pour avoir une réserve foncière. Je ne suis pas capable. Fait que faut être très innovant et avoir beaucoup d'astuces, de dire, OK, comment je peux penser autrement pour être capable d'en développer. Fait que, oui, ça prend des initiatives assez créatives quand même. Mais je pense qu'il y en a plein. Il y a les unités d'habitation accessoires, là, les petites maisons qu'on peut construire derrière chez soi. Ouais. Ça, c'est un autre exemple, mais il y en a tout plein là, de modèles qui existent, là, qu'il faut commencer à questionner, à regarder, à observer pour se dire, bon, ben comment je peux faire différemment de construire la maison unifamiliale comme on avait l'habitude de le faire? Peut-être que là, il faut densifier davantage puis changer les règlements des municipalités pour que ça vienne répondre, que ça permette la construction. Parce que des fois, tu veux construire ou développer, mais le règlement de ta municipalité vient en contradiction. Fait que là, il faut avoir un plan sur comment développer le logement, ça serait quoi la stratégie, avoir une stratégie en logement. Tu sais, faut se mettre vraiment en action à ce niveau-là, là. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'il faudrait peut-être que les citoyens s'organisent aussi pour aller mettre de la pression, mais même au MRC, peut-être plus là, mais dans les villes et villages aussi, mais au MRC pour faire changer des règlements parce que il ne faut pas oublier que c'est comme dans le fond, c'est citoyen, c'est à nous tout ça. Là, fait qu'on peut décider ce qu'on fait avec le territoire. Là, c'est pas, faut pas laisser ça dans les mains aussi de promoteurs là, qui veulent juste Exactement. y aller de même. Mais oui, c'est sûr, il faut changer des choses. Puis il y a aussi l'idée, parce que là, je peux repenser aux 500 millions, mais c'est sûr que c'est cher. Puis des fois, tu parles de projet, c'est cher, mais oui, ben, plus qu'on attend, plus ça va être cher. Ben oui. Fait que mets l'argent là, puis on va le rattraper un moment donné. Là. Exactement. Mais si on attend, ça va juste gonfler. Ça, c'est évident. Depuis les 5 dernières années, les coûts de construction ont tellement explosé. Là, oui, c'est ça. À un moment donné, il faut se dire, il ne faut pas attendre que ça baisse parce que je pense que ça ne baissera pas. Là. on a la démonstration, ce n'est pas le cas. Fait que là, maintenant, c'est tout de suite. Là. C'est là. Non, c'est ça. Puis c'est de revoir l'urbanisme. Puis là, on va rentrer. Ça rentre dans un sujet peut-être plus léger, mais il faut rentrer. Parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Là, c'est l'urbanisme, comment penser nos villes. Là. Oui. Puis il faut revoir le modèle, absolument. Puis des fois, tu sais, je le cite souvent, mais il y avait Nathalie Simon, une ancienne mairesse à Châteauguay. Elle avait un projet pour refaire comme Boulevard d'Anjou, revoir tout ça, puis en faire un vrai centre-ville, si on veut. Là. OK. Mais puis il y avait une vidéo de ça sur YouTube, là, de une maquette 3D. Puis c'était vraiment ambitieux. Mais quand tu regardais ça, tu sais, si on réussit à l'atteindre, c'est incroyable. Ça changeait vraiment le décor. Il y aurait du logement, en fait, sur le boulevard Anjou, à séparer les rues. Fait qu'il y aurait du carnisme de proximité, en tout cas. Mm-hmm. Mais là, tout ce qu'on entendait, ben, ça va coûter cher, ben, c'est bien trop gros, c'est bien trop gros. Mais tu sais, d'un bord, on chiale qu'on a des élus qui ont dit, ils s'assoient, ils font rien, on n'a pas de projet. Puis là, des fois, on amène un projet. Puis oui, c'était immense, puis j'imagine les coûts. Mais tu sais, il faut au moins saluer le fait de on peut-tu rêver, puis au moins si la barre est là, puis on arrive à la moitié, mais on aura fait un bout de chemin, là, tu sais. Mais non, les statuts demandent ben non, ça va être cher, blablabla. Puis là, ben, c'est ça. Puis Anjou, il a encore la même affaire aujourd'hui, puis il se passera rien, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est dommage, là, tu sais. Il faut cette espèce d'inaction-là de gens qui trouvent une défaite rapidement, tu sais, juste ça me fâche, là. Non, c'est vrai. Je pense qu'il faut voir les choses autrement, puis il faut, comme tu dis, là, continuer de rêver. C'est vrai qu'il faut continuer de rêver, parce que si on n'a pas un rêve ou on n'aspire pas à quelque chose, il n'y a rien qui va se développer. Fait que, oui, rêvons grand, puis inspirons-nous des comme Vienne, tu sais, de ces grandes métropoles-là qui ont vraiment eu l'audace d'essayer quelque chose de différent, mais aujourd'hui, on les salue, puis on les observe, puis on trouve que c'est cool ce qu'ils ont fait. Fait que, effectivement, c'est faux.
Ouais, puis c'est sûr que ça met une pression, parce que eux, si 50% de la population habite dans des logements qui sont justement hors marché, bien, tu as une partie privée qui est quand même là, mais tu as quand même un. Ben, tu sais, tu dis, il y a la moitié des gens qui payent ça présentement. Fait que, à moins que tu offres quelque chose de luxe, tu sais, bon. Oui. Mais là, le monde décide à ce moment-là. Alors, c'est ça. Les gens choisissent où ils veulent habiter, là, mais oui. Ouais. Au moins, quand tu as l'option de choisir. Parce qu'on n'a pas le luxe, non, nous, maintenant, là, c'est ça le problème. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Le temps avance. J'aurais peut-être aimé parler un peu, là, parce qu'il y avait l'autre sujet qu'on s'est parlé un peu hors d'onde. Là, tu t'occupes aussi le côté petite enfance, langage. Peut-être juste expliquer, en fait, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? En fait, on anime plusieurs concertations, plusieurs comités. Puis, entre autres, il y a des tables petite enfance là, sur le territoire. Là. C'est également un dossier que je porte qui regroupe les acteurs de la communauté là, en petite enfance, là, les milieux de garde, le centre de services scolaires, des organismes communautaires, la maison de la famille, exemple. Donc, c'est tous des partenaires qui s'assoient ensemble pour rêver, justement, puis imaginer qu'est-ce qu'on peut développer, puis qu'est-ce qui pourrait répondre aux besoins des familles du territoire. Entre autres, un des enjeux, c'est les retards au niveau du développement langagier des tout-petits. Ça fait quand même déjà longtemps qu'on l'a constaté. Il y a eu la nouvelle édition de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, l'ECDEM, qu'on appelle, qui est sortie. Puis il y en avait un autre, c'est aux 4 ou 5 ans, là, cette étude-là. Puis la sphère du développement langagier était il y avait de grandes vulnérabilités sur le territoire. Fait qu'il a été décidé de travailler, se prendre à bras le corps ce beau dossier-là, puis de mettre en place un continuum d'orthophonie communautaire tel que proposé et écrit et rêvé par le groupe, là je vais donner plein de noms, là, le groupe de travail montérégien en orthophonie et développement du langage, donc qui a eu un cadre de référence sur c'est quoi les conditions gagnantes de l'orthophonie communautaire, qu'on parle des activités en promotion, prévention, intervention, avoir des activités dans chacune de ces sphères-là. Entre autres, là, des outils de stimulation du langage, des ateliers de stimulation du langage, des séances d'infos pour les parents qui puissent être au fait de comment stimuler le langage de son enfant. Donc, il y a plusieurs actions qui sont mises en place comme ça. Puis, on a un beau comité très actif, là, le comité langage Jardin-Roussillon pour notre territoire, mais il y en a partout en Montérégie-Ouest, des comités qui travaillent là-dessus, où on développe toutes ces belles initiatives-là pour s'assurer que les parents et les enfants, les tout-petits aient des services au bon moment pour stimuler leur langage. Parce que malheureusement, il y a souvent des listes d'attente en orthophonie. Oui, c'est ça. C'est difficile d'avoir accès au réseau parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il est saturé, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que l'idée, c'est d'avoir de prendre ce dossier-là à bras-le-corps au sein de la communauté. Mais quand même, tu sais, peut-être que j'inviterais les gens à aller voir ensemble pour le langage.ca. Donc, on a tout regroupé à l'intérieur du même site Internet, toutes les informations au niveau du langage, avec les outils de simulation, les liens pour s'inscrire pour les séances d'info. Fait que c'est un bel outil. Ça, c'est encore une fois, ça a été créé par la concertation. Okay. C'est le comité qui a décidé de mettre ça en place, puis de créer ce site web-là, de regrouper les infos, puis on travaille fort à les diffuser, puis à rendre ça accessible aux familles, gratuitement aux familles, avec des beaux ateliers de stimulation dans des organismes en langage, entre autres la Maison de la famille ici sur le territoire. Parce que j'avoue, tu sais, ça doit être stressant parce que, tu sais, justement, tu as le développement de l'enfant, mais on sait que, tu sais, avant 5 ans, c'est quand même, tu sais, c'est critique dans le sens où les apprentissages d'habitude se font vite. Là, s'il y a un retard, bien là, c'est ça. En même temps, tu dis, il y a des listes d'attente, fait que là, c'est quand, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est ça. Oui, il faut intervenir. Le retard va creuser, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, le premier éducateur de l'enfant, c'est son parent. Ouais. L'idée, c'est d'outiller le parent pour qu'il puisse être au meilleur de ses connaissances, stimuler le langage de son enfant. Bon, on s'entend que des fois, il faut aller en intervention parce qu'il y a une problématique plus sévère qu'il faut travailler. Mais encore une fois, le parent, le citoyen a un grand pouvoir là-dessus. Fait que, c'est de l'outiller pour qu'il soit capable de le faire. Fait que de rendre ça accessible, de démocratiser l'information, ça, c'est super important. Fait que ce projet-là vise, entre autres, à faire ça. Fait que... Oui, puis c'est ça, ça me fait penser. Justement, ma sœur, quand elle était jeune, elle avait. Mais elle, c'était comme elle s'inventait un langage. Ah oui? Puis l'affaire, c'est que moi, puis ma sœur, qu'on est plus vieux qu'elle,
on le comprenait, fait qu'on le nourrissait. Mais je me rappelle on avait été voir un orthophoniste, puis justement, qui nous avait parlé il faut l'arrêter. Je comprends, vous la comprenez, mais c'est les bons termes, la faire parler. Puis je me rappelle de certains outils, justement. Des stratégies, c'est ça. Stratégies, juste pour la débloquer, mais elle, c'était pas un truc qui était sévère, c'était juste qu'elle c'était créer un monde imaginaire, puis elle avait. Bien, c'est ça, mais donc il y a eu une intervention, puis ça a fait en sorte que ça n'a pas cristallisé un problème. Exact. Parce que là, après ça, elle vous a outillé, vous étiez en mesure d'intervenir différemment, puis ça a fait une différence. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a ça aussi beaucoup là, dans les outils qu'on propose. Bien, c'est toutes des stratégies justement pour stimuler, se mettre à la hauteur de l'enfant, reformuler des phrases, faire parler beaucoup son enfant, parce que des fois, les parents ne font pas parler leur enfant ou interagissent moyen avec eux. Fait qu'il y a quelque chose là de redonner des savoirs. Je me rappelle puis, tu sais, moi, j'étais quand même plus jeune, mais je me rappelle d'en faire assez clairement. Puis tu sais, des fois, c'est un réflexe de parents, tu sais, c'est même pas pour mal faire. Puis des fois, tu as 3 enfants, toi, t'en as 3 aussi, ça savoir, mais brûler un peu. Puis tu sais, des fois, un enfant, il veut une collation, puis tu sais, tu dis, veux-tu une pomme? La réponse est oui, mais tu sais, si tu dis, veux-tu une pomme ou une orange, là, tu es obligé de répondre. Exactement. Je me rappelle de crise, là, parce qu'elle voulait pas dire le mot. Mais il faut que tu dises c'est pomme ou orange, tu sais. Écoute, on a une belle affiche exactement sur cette stratégie-là. Veux-tu une pomme ou une orange? On l'a, cette affiche-là, c'est génial. Tout est dans tout. Tout est dans tout, mais c'est ça. Mais écoute, c'est déjà tout. Hein? Ça passe vite. Ça passe vite. Alors, je veux te remercier de ton passage. Merci de la belle invitation. Merci de la belle conversation. Ça a été très agréable.